Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'une vie avisée. Je rencontre aujourd'hui la docteure Judith Padilla Barbosa, chirurgien dentiste sur la presqu'île de Lyon. Elle me reçoit aujourd'hui dans son cabinet et je lui ai proposé cet échange suite à sa conférence sur le rôle de l'allaitement, sur le développement maxillofacial du jeune enfant. Je suis vraiment intéressé par les conséquences de l'allaitement et tout ce qui peut favoriser un bon développement, comme je me suis spécialisé en ostéopathie orofaciale. Il fait suite à son article du même nom supervisé par Jean-Jacques Actin. Donc l'idée, c'est surtout pas de culpabiliser, mais d'informer tout un chacun sur le fonctionnement du corps humain. J'ai moi-même été nourri au biberon, alors je fais pas de procès à ma mère ici. Moi, je partage seulement un peu le recul qu'on a sur cette mode apparue au siècle dernier. Bonne écoute, pensez à partager et liker cet épisode. Bonjour, docteur Padilla. Je suis très reconnaissant que vous me receviez dans votre cabinet afin qu'on ait cette discussion autour de l'allaitement et du développement maxillofacial. Donc je vous laisse vous présenter en 3 minutes. J'ai une formation initiale ingénieur mécanique des fluides, avec un fort intérêt pour le développement durable, ce qui m'a fait faire un master en protection de l'environnement et énergétique. Puis après, j'ai fait un doctorat en mécanique des fluides et l'environnement parce que j'avais le rêve de devenir chercheuse pour le développement durable. Mais à cette époque-là, ça n'intéressait personne. Ah oui, vous étiez trop en avance. Donc du coup, je me suis tournée vers des études en santé. Je suis devenue dentiste. Vous avez fait vos études à Lyon? Oui, j'ai fait mes études à Lyon. J'ai toujours cet intérêt pour le développement durable et la santé. Il a aussi une façon de la voir qui peut être plus durable. Et donc la prévention fait partie de ça. La prévention et certains gestes pour suivre notre nature nous permet une santé plus durable. Oui, c'est comme un peu un jardin qu'on entretient régulièrement, plutôt que d'attendre la maladie et les médicaments. Voilà. Tout à fait, moi, ma profession s'inscrit pleinement là-dedans aussi. Il y a un versant humain, des pannes, des symptômes, mais il y a aussi d'un côté où on peut travailler en prévention, s'assurer que chaque partie du corps est bien mobile et permettre une bonne circulation des fluides. C'est ça. Enfin, j'avoue, c'est très en rapport avec les fluides finalement. Oui. Et donc, puisque je suis intéressée au développement durable, puisque je suis intéressée à la prévention en santé, je m'intéresse toujours à ces petites stratégies qui nous font que notre santé va être moins secouée dès le départ. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à l'allaitement et tous les bienfaits que ça... Et puis avec la mécanique des fluides... Plutôt avec le développement durable. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mécanique là aussi, mécanique des fluides. Et donc vous avez réalisé un article sur le sujet? Alors, c'était votre mémoire peut-être, votre thèse? Non, en fait non. Ma thèse c'est le cabinet dentaire et le développement durable. D'accord. Et celui-ci c'est juste un travail, en fait j'aime bien. Comme j'ai cette inclinaison vers la recherche, chaque fois que j'ai un sujet qui m'intéresse, je me mets à chercher beaucoup d'articles et je fais un résumé. Ça, c'est dirigé par le docteur Actin, j'ai vu? Oui. En fait, quand je venais d'accoucher ma fille, je faisais mes études en dentaire et donc le sujet, il était plus présent. Et donc du coup, je devais faire un sujet pour valider mon cours d'anglais et pour valider mon cours d'orthodontie. Et donc j'ai utilisé le même, donc celui-ci, et après je l'ai traduit en anglais. Et donc l'allaitement, l'influence de l'allaitement sur le développement maxillofacial. C'est ça. L'enfant, oui. Et oui, et c'est ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les publications de l'OMS. Ça a dû vous inspirer, il me semble que vous le citez dans votre article. Alors l'OMS préconise 6 mois d'allaitement exclusif.
et 2 ans, jusqu'à 2 ans au plus si on le souhaite. Il y a beaucoup de pays où c'est de plus en plus possible parce qu'il y a des politiques de santé, de prévention qui le permettent. Des congés maternité assez longs. Voilà. En France, ça bouge, parce qu'avant c'était pire, mais ça s'améliore. Hein. Mais j'avais eu 62% d'allaitement en France. À l'époque, oui. Peut-être en maintenant 2005, je crois. Oui. Il me semble que ma source c'était depuis 2005. Oui, mais c'est de mieux en mieux. Ouais. On a encore du travail à faire parce que je pense, et c'est pas juste en France, mais presque partout, il y a une génération qui n'a pas allaité, donc on a un peu perdu le savoir. C'est vrai qu'on a peut-être de l'information instinctive, mais on a besoin aussi de l'accompagnement. Ouais. Oui. C'est vrai que moi je suis né dans les années 80 et ma mère me disait, mais à l'époque personne ne conseillait d'allaiter, quoi. Oui. Il y avait les nouveaux laits en poudre qui étaient sortis, c'était le progrès, c'était formidable. Voilà. Et on n'avait pas idée des conséquences que ça pouvait comporter, parce qu'il y a quand même plusieurs conséquences au fait de ne pas allaiter sur la santé de l'enfant, en fait. Effectivement. Maintenant que c'est à la mode le microbiote, on se rend compte que ça affecte beaucoup de choses. Oui, voilà, il y a déjà ce versant-là au niveau microbiote et diversité du microbiote, ce que n'apporte pas un lait maternisé qui est stérilisé finalement. C'est ça. Donc il y a un lien avec toutes les maladies liées aux dysbioses intestinales, c'est-à-dire... Beaucoup de maladies. Voilà. Maladies métaboliques, maladies neurodégénératives. Cholestérol. Oui, tout ce qui est maladie métabolique. Obésité. Voilà. Oui. Tout ça, c'est rapporté dans les articles. Donc ça, et puis après, sur le versant, du coup, au niveau... En fait, l'allaitement, c'est quand même la première activité coordonnée, comme vous le rappeliez dans l'article, de succion, déglutition, ventilation. Oui. Et ce qu'on ne retrouve pas forcément avec un biberon, puisque le bébé, il peut téter la tétine et respirer par la bouche en même temps. En fait, de ce que j'ai compris, ça n'a rien à voir. Dans l'allaitement au sein, l'enfant est acteur. Il faut qu'il bouge pour manger. Alors que dans le biberon, il ne faut pas bouger. Et ça complètement... ça change tout. Ça change tout, voilà. Donc le développement maxillofacial est très très lié à notre mouvement. L'activité musculaire. C'est ça. De tous les muscles qui vont tirer sur les os, sur les maxillaires, sur la mandibule. C'est ça. Et c'est ça, cette traction musculaire qui a développé l'os finalement. Oui, c'est ça. Et ça a aussi une répercussion sur la posture de la langue, sur la respiration, si elle est buccale ou nasale. Oui, parce que la posture de la langue avec un biberon, elle va être plutôt basse alors. En fait, oui, il faut baisser la langue pour laisser la place à la tétine. Oui. Alors qu'au sein, la langue fait partie des muscles qui sont en train de faire succion. Oui, la langue, elle doit monter pour... il faut qu'elle bouge. Il faut qu'elle bouge pour écraser le bout de sein contre le palais du bébé. C'est ça. Et après, dans votre article, j'ai vu qu'il parlait d'une hyperstimulation des muscles buccinateurs. Alors, j'espère que c'est pas trop pointu. Qui travaille plus avec le biberon. Oui, alors parce que c'est juste tenir la tétine. En fait, le travail d'un biberon, c'est plus fermer la bouche, c'est tout. Oui, il n'y a vraiment que les lèvres qui travaillent finalement. Voilà. Il n'y a pas le mouvement de mandibule aussi qu'on trouve. Voilà. Oui, alors quand l'enfant est au sein, il faut qu'il fasse un va-et-vient avec la mandibule. Et en fait, ces mouvements, dans mes cours d'orthodontie, on avait dit, ces mouvements vers l'avant de la mandibule incite la croissance de la mandibule. Oui, par le jeu des muscles qui tirent dessus. Oui. Oui, j'ai même vu que ça corrigeait une rétrognathie dans votre article, une rétrognathie physiologique, c'est-à-dire que tous les enfants naissent avec la mandibule, donc l'os qui porte les dents du bas, qui est plutôt reculé. Voilà, ça c'est physiologique, c'est comme ça qu'on naît. Ouais. Mais après, la fonction de l'allaitement fait qu'on avance beaucoup la mandibule par rapport à un allaitement au sein, et cet avancement de la mandibule stimule la croissance.
D'accord. Pendant un allaitement aussi plus que si c'est avec un biberon. Bah oui, le biberon ne bouge pas la mandibule. Et après, pour les dames qui ne veulent pas du tout allaiter ou qui ne peuvent pas, j'ai vu qu'il y avait une étude intéressante dans votre article qui parlait de la succion à la tasse, à nourrir les bébés avec un genre de petite tasse. Oui, je ne connais pas tous les accessoires, mais j'étais confrontée à cette situation. Donc il y a eu un moment où je ne pouvais pas allaiter, mais je savais que si je lui donne le biberon, je risque d'avoir un sévrage. Un sévrage involontaire. J'ai évité surtout le biberon, donc j'ai essayé avec un petit piston pour donner des médicaments aux enfants. Ça n'a pas très bien marché parce qu'elle voulait faire justement le mouvement de succion, mais avec une petite cuillère, ça a mieux marché parce que je me suis dit c'est comme une petite tasse. Voilà. Oui, donc c'est confirmé par une étude que vous présentez dans l'article, que ça met en jeu le même genre de muscle que pour l'allaitement. J'ai pas vu que ça perturbait, alors que pour les autres choses, le petit piston et le biberon aussi, je l'ai vécu, ça perturbe. D'accord. Le biberon, parce qu'à cette époque-là, je connaissais pas tout ça. J'ai donné le biberon et c'est catastrophe. Par rapport à quoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des problèmes de régurgitation qui peuvent générer des otites. En fait, il y a eu un sévrage involontaire, tout simplement. Ah oui. En fait, l'enfant commence à ne pas préférer de prendre le sein. Comment est-ce qu'il peut intervenir quand on lui donne une tétine? La tétine, c'est autre chose. La tétine, elle n'est pas nutritive. Alors, je suppose que l'enfant, il ne voit pas le même intérêt. Mais c'est sûr que la posture des muscles est perturbée par une tétine. Et par rapport au sevrage précoce, j'ai vu que ça pouvait développer des troubles, un développement oral-moteur inadéquat par rapport à la positionnement de la langue qui va tendance à rester antérieure, les lèvres qui se referment moins bien, et puis des troubles d'acquisition du langage assez vastes finalement comme champ de perturbation. Oui. Et donc il y a beaucoup la ventilation qui revient. J'ai l'impression que la ventilation nasale, même chez l'adulte, c'est vraiment quelque chose de très important. Oui, alors la ventilation nasale, c'est très important. Maintenant que je m'intéresse aussi au microbiote, la ventilation buccale, elle est peut-être liée aussi à un terrain inflammatoire qui est peut-être aussi lié au fait que l'enfant n'a pas pris du lait maternel. C'est en fait le système immunitaire peut-être qui provoque une petite inflammation de Bagdad qui perturbe la respiration. Et qui favorise la respiration buccale. Oui. D'un côté, il y a en fait, pour moi c'est multifactoriel. Il y a d'un côté un problème postural, la tonicité. La langue est pas bonne endroit. Oui, la langue elle est basse. La langue est basse, oui. Après avoir pris le biberon, la langue est basse. Il a appris comme ça, le bébé. Pour que les voies nasales s'ouvrent, il faut que la langue soit au contact du palais, apparemment. Alors, la langue au contact au palais, il y a beaucoup de gens qui parlent de beaucoup de bénéfices de cette langue au palais, du point de vue sensoriel, du point de vue postural. Oui. Donc, cette langue au palais, c'est physiologique et c'est là où elle devrait être. Ouais. Donc, le biberon. En médecine chinoise, il y a différents méridiens et un vaisseau qui passe par le bout de la langue et le palais. Du coup, pour les Chinois, s'il n'y a pas de contact ici, c'est comme un interrupteur qui est ouvert et donc il n'y a pas de circulation. Ouais. Alors, je ne l'avais pas entendu comme médecine chinoise, mais j'ai déjà entendu que si la langue n'est pas au palais, il y a un circuit qui n'est pas fermé. Voilà, oui. Donc, du coup, un biberon qui nous a enseigné à mettre la langue basse va perturber beaucoup de choses. Oui, donc même la posture finalement. Oui. La posture, la ventilation. Oui. Et il y a besoin de cette ventilation nasale aussi pour filtrer l'air qu'on a dans les poumons. Oui. On n'a pas le même air dans les poumons si on respire par la bouche, par le nez. Et puis au niveau dentaire aussi, c'est problématique de respirer par la bouche. Ah oui, respirer par la bouche, déjà le microbiote buccal est perturbé parce qu'on a des bactéries aérobies alors qu'on ne devrait pas. Quand tu vois mes patients qui grincent les dents, qui serrent les dents, je leur demande toujours elle est où votre langue. Et jamais j'ai trouvé un patient qui a la langue au palais. Ah oui, donc il y aurait même des liens avec le bruxisme finalement. Oui, mécaniquement, si je l'imagine, je pense à deux mâchoires qui sont séparées par un muscle
Oui. Comme si la force de la langue fait que les mâchoires ne se touchent pas. Je me rappelle d'avoir entendu que ça varie d'une personne à l'autre. Ça varie entre 2 et 12 mm. Ah oui, c'est marrant. Ça dépend de la personne. En tout cas, il n'y a pas de contact au repos, bouche fermée, lèvres fermées, les dents ne sont pas censées être en contact. Non. Non, ils ne sont pas censés être en contact, même pas quand on mange, parce que quand on mange, on a les aliments entre les dents. Entre les dents, ouais. Ah oui, c'est vrai. Alors, le seul moment où on est en contact, c'est quand on fait des efforts. Là, comme quand on fait une tête au foot, ça vient serrer les dents. Oui, quand on porte une chose lourde. Et donc, cette langue au palais, et la langue au palais aurait d'autres fonctions, il semble. Alors, la langue au palais, si elle n'est pas assez tonique, elle est basse. Quand on dort, je ne sais pas, et c'est multifactoriel, mais les gens qui grincent les dents, qui bruxent, dans les statistiques aussi, les personnes qui font des apnées, qui font des pauses respiratoires, oui, j'ai vu ça aussi. Grincent les dents. En fait, il y a un lien. Oui. Il y a vraiment un lien de causalité entre respiration buccale et mauvais sommeil, en fait. Oui. Ah oui. Parce que j'ai vu aussi qu'en fait, la respiration nasale, elle permettait de faire circuler de l'air au niveau du cerveau et donc de le refroidir. Oui. Aussi. Et que si on respire par la bouche, il n'y a pas ce refroidissement. Oui. Et qu'on transpire, et donc cette transpiration a tendance à réveiller, et donc à troubler l'enchaînement des cycles de sommeil. Oui, comme quoi cette respiration nasale, c'est vraiment un pilier. Oui. Mais je vous dis, c'est musculaire, mais pas que. En fait, tout est lié. Notre système. Et sur le bruxisme, du coup, vous proposez quoi comme traitement alors ? Je propose donc les traitements conventionnels, la gouttière, toujours en veillant que les molaires ne se touchent pas pour que les masséters ne soient pas retournés. Je recommande 10 minutes de respiration abdominale par jour avant de dormir. Ah oui. Parce qu'on a vu dans les polysomnographies des personnes qui bruxent qu'il y a une pause respiratoire juste avant l'épisode de bruxisme. Alors la piste d'explication actuelle, c'est qu'il y a un problème respiratoire, un problème fonctionnel de la respiration. Qui va générer le bruxisme. Oui, donc du coup, je demande à mes patients de respirer pour rééduquer la respiration. Et je leur demande aussi de dormir en plus sur leur côté. Parce que 80% des personnes qui grincent les dents le font quand ils sont... D'accord, mais c'est vrai que c'est souvent que j'ai des patients qui ronflent quand ils sont sur le dos et pas sur le côté. Oui. Donc leur conjoint les réveille pour qu'ils se tournent. Mais ça revient à la même chose. La langue est tombée. La langue est tombée. Sur le dos, la langue est basse. Alors sur le côté, elle peut être au palais et ils peuvent respirer normalement. Peut-être pas au palais, mais peut-être elle tombe si elle n'est pas très tonique. Elle peut tomber au moins sur un côté. Voilà. Et par rapport à la tétine, je ne sais pas si vous connaissez des tétines qui sont plus difficiles, dans lesquelles c'est plus difficile de tirer le lait, qui ont de plus grande résistance, parce que je ne sais pas le retrouver. Il y a des tétines qui sont un peu physiologiques. Je trouve que c'est plus louable pour moi de convaincre les gens d'allaiter. Après, c'est vrai que parfois on ne peut pas. Mais... Oui, mais déjà la proposition de la tasse, ça peut être une alternative intéressante apparemment. Et par rapport aux femmes qui allaitent, moi j'avais vu qu'il y avait quand même un type particulier de femmes, c'est plutôt les femmes plus diplômées, avec les plus hautes catégories socio-professionnelles, plutôt citadines, et qui travaillent. C'est assez contre-intuitif en fait. Non. Parce que du coup on se dit que les personnes qui sont le moins riches, elles ont moins d'argent pour acheter du lait. Mais le problème c'est question d'éducation. Malheureusement, c'est ça. On est plus informé, on se bouge. Et on se donne des objectifs différents. Quand on n'est pas bien informé, on suit plus facilement ce qui se passe, ce que je vois autour et on le suit. Voilà, si quelqu'un me dit fais, je le fais plus facilement. Quand on est en catégorie socio-professionnelle supérieure pour moi, c'est question d'éducation. De toute façon, c'est le but de cette interview. C'est pour sensibiliser différentes personnes. En fait, c'est un peu mon cas. Je faisais mes études, j'étais à la fac des dentaires quand j'avais ma fille et j'ai pu allaiter ma fille 2 ans. Donc
j'ai eu une petite conversation avec un médecin du travail qui m'a dit « Mais vous n'allez pas convaincre tout le monde d'aller allaiter ses enfants ?» Je lui ai dit « Je ne sais pas, moi je ne veux pas bouger. » C'est informé en tout cas. Voilà, je ne veux pas bouger les masses, hein. Moi je veux juste vous dire que moi, en tant qu'étudiante, je peux le faire. Ouais. Et je pense que si on veut, il y a beaucoup de chances qu'on y arrive. Et l'OMS, j'avais revu fin d'année dernière, l'OMS a vraiment un discours assez offensif auprès des pays, en demandant à ce que au niveau national, il y ait une interdiction des pulls de lait en poudre, que ce soit vraiment présenté comme un produit médical et pas du tout physiologique. Oui, mais c'est ça en fait. Il y a des pays où on n'est pas instruit. Et c'est facile de venir et insuffler comme ça des idées et puis que les gens suivent sans se poser de questions. Oui, mais comme en France dans les années 80, je demande souvent si les patients étaient allaités dans les années 80, personne. Ouais. C'était vulgaire. Oui. Une communication comme ça, c'est délétère pour l'allaitement, c'est dingue. Ouais. Et voilà, le podcast se finit. Un grand merci encore au Dr Padilla Barbosa pour cet échange. C'était vraiment intéressant pour moi et j'espère pour vous aussi. Alors merci de communiquer autour de vous, de le partager, ce podcast, afin que plusieurs personnes soient informées de ce rôle également peu connu de l'allaitement. Donc à une prochaine fois avec plaisir. Portez-vous bien, au revoir.